Nous sommes en Turquie, au centre de l'Anatolie. Le mont Arge, Erciyes Dağı en turc, domine de ses 3910 mètres le paysage. C'est un puissant volcan qui a durant des millions d'années déversé des cendres, des nuées ardentes ou des coulées de lave formant un épais ensemble volcano-sédimentaire. L'eau y a façonné un étonnant paysage dans lequel les niveaux les plus durs ont protégé de l'érosion les couches les plus tendres. Ainsi sont nées les cheminées de fées de Cappadoce. On vient du monde entier admirer ces formes exceptionnelles. Ici, la nature ose tout et laisse libre cours à l'imaginaire des hommes. Les roches volcaniques sont tendres et l'argile rare. Les premiers habitants, confrontés au manque de pierres à bâtir et à l'impossibilité de fabriquer des briques, ont alors imaginé de creuser leur maison dans le sol. Chaque cheminée de fée, si ses dimensions le permettaient, est ainsi devenue une petite maison à plusieurs étages. Des villes entières se sont parfois mises en place, et l'homme, prenant le relais de la nature, a façonné un paysage unique. On ignore depuis quand cette tradition existe. Les civilisations se sont succédées, reprenant parfois les habitations les plus anciennes pour y inscrire leurs nouveaux modes architecturaux. Dès l'arrivée du christianisme, de très nombreuses églises ont été sculptées à flanc de parois. C'est à Görémé que se trouvent les plus nombreuses. À la fin de l'époque chrétienne, les églises ont été abandonnées. Puis peu à peu, ce mode d'habitation jugé trop contraignant a lui aussi été délaissé au profit de maisons de maçons. Il faut dire que la lumière manque, la poussière envahit tout et l'humidité est parfois gênante. Peu à peu, les maisons des anciens, les églises et les monastères, vides de leurs occupants, ont été transformées en pigeonniers. Les cendres du mont Arge sont en effet très fertiles et les fientes des oiseaux constituent un engrais recherché pour cultiver vignes, légumes et abricots. Aujourd'hui, Görémé est une ville touristique, mélange d'habitations troglodytiques et de maisons plus classiques. La pierre, la brique, le béton ont peu à peu remplacé le creusement traditionnel et les maisons cheminées se dressent au milieu d'un ensemble urbain où la plupart des activités sont fondées sur le tourisme. Juste retour des choses, l'habitat traditionnel autrefois délaissé redevient à la mode. Les cheminées sont réaménagées avec les commodités modernes et certains nouveaux hôtels sont même creusés dans la roche. On trouve même à l'entrée de la vallée de Zelvé une gendarmerie troglodytique. Un des sites les plus étonnants de la Cappadoce est Derinkuyu. Ici, les habitants, pour se protéger des invasions et mettre à l'abri leurs richesses, ont creusé une ville souterraine. Elle comprend plusieurs centaines de mètres de galeries et de multiples chambres de toute taille. Ressources en eau et ventilation y sont assurées par des puits parfaitement verticaux. Sa profondeur atteint 45 mètres et certaines parties restent inexplorées. Dans l'Antiquité, les Cimériens qui peuplèrent ces contrées ont été baptisés peuples de la nuit. Cela fait-il référence à cet étrange mode de vie? Cette incroyable fourmilière témoigne de la capacité des habitants à maîtriser les techniques de construction souterraine. Elle témoigne aussi des difficultés à survivre dans un monde sans cesse soumis aux invasions et aux pillages. Chaque année, de nouvelles cités semblables à Derinkuyu sont découvertes en Cappadoce. Ce mélange de paysages stupéfiants, de traditions millénaires et de modernisme fait de la Cappadoce un lieu unique au monde où visiteurs, sportifs et érudits se côtoient pour le plus grand bonheur des Turcs qui profitent de cette manne touristique. Dirigeons-nous maintenant vers Avanos. Cette petite ville située au nord de Görémé est une cité de potiers épargnée par le tourisme. La qualité des argiles et le savoir-faire des artisans ont permis le développement d'une industrie locale, florissante et réputée.
La ville d'Avanos est coupée en deux par un fleuve, le Kızılırmak, le fleuve rouge, principal cours d'eau de la Cappadoce. Ici aussi, le monde troglodytique a fait place à un urbanisme plus moderne. Mais contrairement à sa grande voisine Göreme, la ville d'Avanos a fait table rase de son passé architectural et le monde souterrain disparaît peu à peu. Il y a heureusement quelques rares initiatives privées, comme ici à la pension Venesa, où son propriétaire, Mukremin Tokmak, passionné d'archéologie, explore et restaure la ville souterraine sur laquelle est bâti son hôtel. Suivons-le dans les galeries qu'il a patiemment déblayées. Oradan geliyor. Bu sistem buradan suyu tren. Eskiden bu açık. Bir yol daha var. Ta öbür mahallede çık. Afin de protéger les parties profondes de leur domaine, les anciens avaient sculpté des roues en pierre qui formaient des portes quasi inviolables. Yeni proje yapmışlar. Daha geniş, daha güçlü, daha güzel sirkülasyon. Öyle bir sistem yapmışlar. Burada tam görünüyor o. Mukremin m'explique que cette cité souterraine a connu plusieurs périodes d'occupation et que ses habitants l'ont façonnée à leur guise, reprenant ou modifiant les travaux des anciens. Lui-même l'utilise aujourd'hui pour y entreposer le vin pour les clients de son hôtel. Şimdi şarap var. Şimdi şarap var, evet. Çok şarap. 500 litre. 500 litre. 550 litre, evet. Tamam. Ce sont ainsi des milliers de sites souterrains qui truffent le sous-sol de la Cappadoce. Osman Diller, le patron de l'hôtel Kirkit où je suis descendu, m'entraîne voir une petite église creusée dans la paroi, au-dessus du fleuve, et qui a été découverte récemment. Ils l'ont creusé récemment. Ça a l'air. Une gouvernante. Ça daterait de quelle époque? Ouais, sûrement 8e, 7e, 8e siècle. Il ne reste plus grand-chose. L'édifice religieux a été victime du temps et des hommes. Dans l'Antiquité, le Kızılırmak, qui était nommé la Lys, a souvent formé une frontière entre les peuples, comme au VIe siècle avant notre ère où il séparait le riche royaume de Crésus de celui de ses voisins perses. À gauche, la Perse, à droite, les Lydiens et le monde grec. Le Kızılırmak est un fleuve capricieux. Large d'une soixantaine de mètres, ses crues, violentes à la fonte des neiges, ont détruit de nombreuses fois les ponts bâtis pour le franchir. Il faut dire que l'absence de pierres à bâtir et les sédiments très meubles de son lit rendent difficile, voire impossible, la construction de ponts. Si cette situation offre un intérêt stratégique évident, elle a à l'inverse toujours posé un problème pour les liaisons commerciales. Des textes d'époque byzantine font état de ces difficultés et de la nécessité pour les commerçants d'effectuer de longs détours pour atteindre les rives de la mer Noire. Cette situation a perduré jusqu'à notre époque. Ainsi, à Sarıöder, petit village situé à l'est d'Avanos, un pont moderne n'a pas résisté aux assauts du fleuve. Les fondations de ces piles, reposant sur un fond meuble, victimes d'un important affouillement, se sont enfoncées, provoquant ainsi la ruine de l'ouvrage. Un nouveau pont a été reconstruit. Depuis Sarıöder, poursuivons la remontée du fleuve. Ici, le cours d'eau longe une paroi d'ignimbrite jaune. Ces roches déposées par d'anciennes nuées ardentes forment un ensemble épais que le fleuve a incisé. Il est aujourd'hui bordé par des parois verticales dans lesquelles les troglodytes se sont installés. La montagne est truffée d'alvéoles qui communiquent entre elles, formant le vieux Sarıöder. Peuplé de Grecs jusqu'au traité de Sèvres de 1923, le vieux village est aujourd'hui abandonné et des habitations plus modernes se sont installées sur l'autre rive. Poursuivons notre chemin vers l'amont en longeant la rive gauche. La piste chaotique conduit après quelques kilomètres au site de la centrale hydroélectrique de Sarıöder, construite au fil de l'eau.
L'ensemble du fleuve a vu s'édifier ces dernières années de nombreux ouvrages qui, fournissant une énergie peu coûteuse, participent au développement économique de la Turquie. Ils permettent aussi d'apprivoiser le fleuve et de s'affranchir de ses crues. Au bord de la piste s'ouvre l'entrée d'un souterrain. Nous l'avions découvert fortuitement en 1984 et j'ai voulu le revoir près de 30 ans après. Un billet d'avion, une voiture de location, casque et bottes, et la visite peut débuter. Ce souterrain m'intrigue. L'entrée basse permet rapidement d'atteindre des zones plus larges. La hauteur est d'environ 2 mètres, au-dessus d'un remplissage de sable boueux dont on ignore l'épaisseur. Les traces de pics et des logements de lampes à huile sont encore bien visibles sur les parois. On franchit 2 petites salles, puis après environ 200 mètres, le passage se rétrécit et on ressort au pied de la paroi, en bordure du fleuve, après un parcours en forme de croissant sous la montagne d'Ignimbrite. Un relevé précis devrait aider à mieux comprendre l'usage de ce tunnel. Télémètres laser et compas me permettent de rapidement dresser un plan. L'ouvrage mesure 180 mètres de long, la largeur est constante, d'environ 9 mètres. La hauteur moyenne est de 2 mètres, mais le sable qui recouvre le sol a une épaisseur inconnue. La meilleure explication que j'ai pu trouver à cet ouvrage est qu'il s'agit d'une dérivation de la Lys pour permettre le passage à gué du cours d'eau par les caravanes. En effet, dans l'Antiquité, tout comme aujourd'hui, le franchissement de la Lys posait d'importants problèmes. Des berges instables, l'absence de pierres de construction, la violence des crues rendaient impossible la construction d'une série d'arches au-dessus du fleuve. Cela obligeait les commerçants à faire de longs détours. Les anciens troglodytes ont alors imaginé de faire passer le fleuve sous la montagne, réalisant ainsi un ouvrage unique au monde. Je n'ai pas trouvé de description récente du tunnel de Sarıöder. Il a fonctionné longtemps car le sol est recouvert de sable de rivière et les parois sont érodées. Les 2 éboulements qui ont barré les écoulements sont probablement à l'origine de l'arrêt de cette dérivation, obligeant le Kızılırmak à retrouver son lit initial. Mais quel âge a-t-il ? Un texte d'Hérodote a captivé mon attention. En moins 550, Crésus décide de franchir la Lys pour aller détruire la ville perse de Ptéria. Hérodote, dans son livre 1, relate une légende où intervient le mathématicien Thalès de Milet. Ce dernier, conseiller militaire de Crésus, aurait permis le passage de la Lys par les soldats grâce à une dérivation du fleuve. Quand il fut arrivé sur les bords de la Lys, il le fit à ce que je crois passer à son armée sur les ponts qu'on y voit à présent. Mais s'il faut en croire la plupart des Grecs, Thalès de Milet lui en ouvrit le passage.
Crésus, disent-ils, étant embarrassé pour faire traverser la Lys à son armée, parce que les ponts qui sont maintenant sur cette rivière n'existaient point encore en ce temps-là, Thalès, qui était alors au camp, fit passer à la droite de l'armée le fleuve qui coulait à la gauche. Voici de quelle manière il s'y prit. Il fit creuser, en commençant au-dessus du camp, un canal profond en forme de croissant, afin que l'armée pût la voir à dos dans la position où elle était. Le fleuve, ayant été détourné de l'ancien canal dans le nouveau, longea de rechef l'armée et rentra au-dessous de son ancien lit. Il ne fut pas plutôt partagé en deux bras qu'il devint également guéable dans l'un et dans l'autre. Quelques-uns disent même que l'ancien canal fut mis entièrement à sec. Mais je ne puis approuver ce sentiment. Comment en effet Crésus et les Lydiens auraient-ils pu traverser le fleuve à leur retour? Ce tunnel n'est-il pas la dérivation en forme de croissant décrite par Hérodote? La relation de l'historien est troublante. Pourtant, à cette époque, Thalès aurait eu 75 ans. Cela n'est-il pas trop âgé pour participer activement à une campagne militaire foudroyante? L'explication se trouve peut-être dans les grottes et habitations troglodytiques du site. Les grottes naturelles, creusées par l'eau, sont toutes aménagées. Des murets, des anneaux de pierre, des bassins taillés dans la roche pour recueillir les suintements d'eau, montrent qu'hommes et bêtes ont habité ces lieux depuis des temps immémoriaux. Une série de cellules se trouvent au-dessus du tunnel. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de chambres pour des soldats, mais les dimensions, 3 mètres sur 1,60 m et la présence d'anneaux de pierre et de mangeoires montrent qu'il s'agit d'une écurie souterraine. Des escaliers permettent d'atteindre des niveaux supérieurs, probablement ceux où logeaient les hommes. Mais sans équipement, l'accès est trop dangereux et je préfère rebrousser chemin. Le tunnel de la Lys à Sarıöder n'est donc qu'une partie d'un site complexe, route, écurie, abri pour les hommes et les animaux. Une inspection des berges me confirme la présence d'une ancienne piste. Il ne reste aujourd'hui que quelques marches balayées par le vent. La suite disparaît sous les labours. Ce n'était donc pas une simple dérivation provisoire creusée pour les besoins d'une guerre. Nous avons plutôt là un ouvrage hydraulique sur un réseau routier probablement très ancien. Depuis plus de 4000 ans, de nombreux peuples se sont succédés. Les Assyriens, les Hittites, les Cimériens, les Lydiens, les Perses, les Byzantins, les Seldjoukides, les Grecs, puis aujourd'hui les Turcs. Ils ont tous marqué de leur empreinte le paysage de la Cappadoce. Si l'on regarde une carte, la ville de Ptérie et le site de Sarıöder sont placés sur un axe commercial bien connu, reliant la Méditerranée à la mer Noire, de Mersin à Sinope, en franchissant les célèbres portes ciliciennes, principal passage à travers les monts du Taurus. Sarıöder pouvait donc être l'entrée de la Cappadoce sur cette route. Thalès la connaissait peut-être et en a alors suggéré l'usage à Crésus, lui offrant ainsi un accès plus rapide et plus discret à la ville de Ptérie. La tradition orale lui aurait ensuite attribué la paternité de la dérivation. Il reste maintenant à explorer les habitations perchées dans la paroi et à sonder le sol du tunnel et des grottes. Les réponses à nos questions s'y trouvent peut-être. Je retourne à Sarıöder à la fin de l'été 2013 pour essayer d'en savoir plus. Mes amis spéléologues turcs m'accompagnent. Nous débutons par une visite des lieux. C'est l'occasion de constater que le tunnel abrite aujourd'hui une forte colonie de chauves-souris. Leur présence explique peut-être pourquoi, malgré la proximité de la route et l'absence de difficultés majeures de progression, ce tunnel n'avait pas été exploré jusqu'à maintenant. Alimentant de multiples légendes, ces petits mammifères volants sont redoutés et les lieux qui les abritent ont souvent mauvaise réputation. De plus, les ignimbrites, la roche dans laquelle est creusé le tunnel, contiennent ici de l'érionite, une roche fibreuse qui, comme l'amiante, est responsable de nombreux cancers des poumons.
C'est une des causes d'abandon de l'habitat troglodytique. C'est sans doute tout cela qui a contribué à freiner dans leur élan d'éventuels explorateurs. L'équipe poursuit sa visite vers les parties hautes du complexe souterrain. C'est là le véritable objet de cette nouvelle incursion. Il faut en effet atteindre des zones qui, sans matériel d'escalade, restent inaccessibles. Mes compagnons et moi-même pouvons ainsi reconnaître la plupart des zones repérées quelques mois auparavant. Les résultats sont cependant décevants. Nos escalades ne permettent pas de découvertes majeures. Tout au plus pouvons-nous confirmer ce que nous avions déjà compris. Ces lieux ont connu jadis une activité intense. Mais l'exploration nous réserve une surprise inattendue. Une citerne souterraine alimentée par un aqueduc. Perchée en hauteur, elle permettait de desservir en eau courante le site de Sarıöder. Mais d'où provient l'eau? La vidange et l'exploration des galeries noyées seront les enjeux d'une future mission. Nous tentons aussi de mesurer l'épaisseur des sédiments grâce à un équipement bricolé sur place. Une massette, une tige de 2 mètres à l'extrémité soigneusement affûtée. Elle pénètre aisément dans le sédiment sans rencontrer le plancher. La hauteur de l'ouvrage est donc supérieure à 4 mètres. Cela porte la section à près de 40 mètres carrés. Le volume excavé à l'époque était donc d'environ 8000 mètres cubes, creusé à coups de pic et évacué à dos d'homme. Un travail de titan. Mais il nous faut aussi vérifier si les stalles abritaient des chevaux ou des dromadaires. Quelques mesures précises nous prouvent que seuls des chevaux pouvaient entrer dans Sarıöder. Point par point, à l'aide de télémètres, de compas et de clinomètres, nous avons mesuré les différents niveaux, et nos ordinateurs nous permettent de découvrir petit à petit les contours du site. Z4'e şöyle girecek yani. Evet. Tamam güzel. Z4'ten şurası kapı, şurası kol. Rien cependant ne nous permet d'en savoir plus sur l'âge du tunnel. Cela relève bien sûr d'un travail d'archéologue reposant sur de minutieuses fouilles. Mais la Turquie ne délivre qu'au compte-gouttes les autorisations et la gestion administrative de cette aventure sera sans doute la plus grande difficulté à laquelle nous serons confrontés.